Impossible aujourd'hui de parler de business, d'entrepreneuriat, de stratégie d'affaires sans parler du coach Ziedou. Ce coach a révolutionné le secteur entrepreneurial par sa vision et son expertise. Qui est-il? D'où vient-il? Élément de réponse dans le direct d'Afrique sur 7. Alors, coach Ziedou, bienvenue sur notre plateau. Il se dit que vous avez pris le pouvoir en Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux. Comme en Afrique. Hein. Waouh, super, quel pouvoir. Alors, ce que nous avons envie de savoir, c'est quoi l'histoire cachée derrière votre succès? D'où est-ce que vous venez et quel est votre parcours professionnel et tout? Alors, est-ce qu'on peut dire que j'ai un succès? Parce que pour moi, il y a une différence entre le succès et la réussite. Parce que pour moi, le succès, c'est plus un héritage qu'on laisse. Et puis, la réussite, c'est plutôt un objectif qu'on atteint dans un temps déterminé. Alors, c'est quoi l'histoire derrière mon parcours professionnel? C'est beaucoup d'échecs et puis de réussite. J'ai l'impression, et même jusqu'à présent, jusqu'à présent, je vous dis, j'ai même l'impression que l'échec est devenu pour moi une panacée. C'est devenu quelque chose qui me renforce. J'ai l'impression que derrière chaque échec que je commets, il y a toujours quelque chose, il y a une victoire, il y a une réussite qui va s'annoncer. Alors, je suis à l'état civil Ziedou Zawi Guillaume Marius. Le ZZM. ZZM, voilà. Donc, je suis né le 10 janvier 1900X. Non, mais ça, c'est un secret professionnel. Mais je suis né le 10 janvier, on dit que je suis Capricorne, c'est ce qu'on dit. Et puis, j'ai fait mon parcours en Côte d'Ivoire. J'ai échoué au bac avant de l'avoir, ça c'est le premier échec. Donc j'ai échoué au bac avant de l'avoir. Ensuite, je suis allé à l'université. D'abord, j'ai été orienté 2 fois. J'ai été orienté au CAFOP supérieur de Yamoussoukro pour être instituteur. Et puis ensuite, j'ai été orienté à l'université de Côte d'Ivoire en droit. Donc ma mère a voulu que je puisse aller faire du droit. Alors j'ai échoué encore à ma première année de droit. Et puis je ne suis jamais passé en deuxième année de droit. Donc, il y avait beaucoup de remous à mon temps. Et donc, c'est comme ça ma mère a dit qu'il fallait que j'aille dans un pays anglophone. J'étais passionné de l'anglais. Donc, elle a voulu que j'aille dans un pays anglophone pour y étudier. Et c'est comme ça que j'ai décidé d'aller au Libéria. Donc, on allait au Libéria. Et quand on arrivait à Monrovia, on était aux portes de Monrovia, quand on a entendu le bruit des canons, des armes et autres. Deuxième échec, sinon troisième échec. Donc, je n'ai pas pu rentrer à Monrovia. Et il y a une amie à ma mère qui a dit non, que c'est mieux d'aller au Ghana, précisément à Cape Coast. Donc c'est comme ça que nous sommes rendus au Ghana, à Cape Coast. La première fois, on n'a pas eu de maison, on n'a pas eu une école pour moi. Encore un échec. Et puis on est arrivé à Accra. Quand on est arrivé à Accra, j'ai commencé à faire la langue en anglais. Et ma mère m'a laissé de l'argent avant de partir. Quand elle m'a laissé de l'argent, je devais m'inscrire pour faire l'anglais. Malheureusement, l'argent qu'elle m'avait donné n'était pas suffisant pour faire les cours d'anglais à Ghana Institute of Languages, GIL. Pour ceux qui connaissent Accra, ils connaissent l'école. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à chercher une école pour pouvoir apprendre l'anglais. Je suis tombé sur un monsieur qui s'appelle Mouni Idrissou Dambier. Je le salue s'il regarde ça. Et il a dit que lui, il crée son école, qu'il est entrepreneur. Voilà pour la première fois où j'entends le mot entrepreneur, qu'il est entrepreneur et qu'il veut créer son école. Il dit, ben moi je vais apprendre l'anglais, est-ce que je peux commencer avec vous? Il dit, ben il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de bâtiment. Est-ce que je peux accepter de faire les cours d'anglais sous des bananeraies? Wow. Donc on était 6 francophones. 6 francophones sous des bananeraies. Sur des bananeraies en train d'apprendre l'anglais. Aujourd'hui, l'école s'appelle SELPS, Center of Languages and Professional Studies. C'est une grande université aujourd'hui à Accra. Ça marche très fort. Je suis l'un des pionniers de l'école, je suis l'un des enseignants de l'école et je suis aussi l'un des partenaires maintenant de l'école. Donc c'est comme ça que après les cours d'anglais, je décide de faire des petites formations à Accra, des proficiency ici, des proficiency par là, en sales, donc en vente. Et je n'avais pas l'argent pour aller à l'université de Legon pour continuer les études, puisque je n'avais pas terminé mon année de droit ici. Donc c'est mon tuteur qui décide de me présenter comme son fils.
Ok, il dit, bon là, je ne sais pas cette partie, on doit l'enregistrer, mais en tout cas, il me prend comme son fils, il m'adopte, et puis il me fait naturaliser. Parce que je ne pouvais pas entrer à l'université de Legon, ça coûtait extrêmement cher pour moi. Je ne pouvais pas payer la scolarité. Et c'est comme ça que je rentre avec une scolarité équivalente à celle que payent les Ghanéens, les jeunes Ghanéens. Et puis je rentre en année de marketing, je fais la science de gestion. Je fais science de gestion, donc première année, option marketing management, donc je fais la science de gestion. Et puis bon, je reprends mon année. Échec. Encore, Parce que je pensais que je comprenais l'anglais, alors que je ne comprenais rien du tout. Donc je me rappelle du premier devoir qu'ils ont donné. Ils ont demandé de comparer le capitalisme léniniste et le capitalisme marxiste en anglais. J'ai eu 3 sur 100, parce qu'au Ghana, on note sur 100. Et j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, bon, on dirait que cette histoire de Ghana, c'est pas mon truc, il faut que je rentre à Abidjan. Elle a dit, non, il faut persévérer, il faut continuer, il faut y aller. Mais j'ai oublié de vous dire qu'avant d'entrer même à Legon, j'ai essayé d'entrer dans une université. J'ai rencontré une université qu'on appelle Kwame Nkrumah University. Là, j'ai oublié de sauter la partie. Kwame Nkrumah University, où je devais entrer pour faire des études de droit. Je voulais continuer mes études de droit et puis faire de la science politique. Et quand je suis arrivé en première année, l'université a été fermée. Ah, décidément, quel destin. Non, mais c'est incroyable. L'université a été fermée. Après, j'ai fait 6 mois. Et puis l'université était fermée. On ne peut pas payer les profs. C'était une université privée. On ne peut pas payer les professeurs et autres ça. Donc, ils ont fermé l'université. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez mon tuteur. Et puis après, le tuteur a payé. Enfin, il m'a permis d'entrer à l'université de Legon sous la nationalité de Ghanéen. Donc, Ghanéen, je me fais toujours appeler Ziedou, Techuva, Oyhene. Oyhene, ça veut dire le roi. Oyhene Marcus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent présentement, qui me connaissent comme Marcus. Parce que, évidemment, je me suis naturalisé Ghanéen. Donc, Marcus et puis Marius, c'est mon nom à l'état civil. Donc, c'est comme ça que je fais des études de marketing, management, master, doctorat en sciences de gestion. Et puis, comme je suis passionné de langue, je dis que je vais faire la traduction. Et donc, il y a l'Alliance française en partenariat avec la Chambre de commerce de Paris qui lance un test pour faire des examens pour des gens qui sont intéressés, qui veulent devenir des traducteurs commerciaux. Et c'est comme ça que je passe le test, que j'ai le test. Et on est 3 à réussir le test. Et puis j'obtiens un diplôme de traducteur commercial de la part de la Chambre de commerce de France. Après ça, j'ai fait beaucoup de certificats en relations publiques, certificats en vente. Vous vous êtes formé au maximum. Maximum. Là, on est en train de dire la façon dont vous êtes rentré dans le domaine entrepreneurial. Alors, revient ma question. À quel moment vous vous êtes senti légitime de coacher des entrepreneurs? Qu'est-ce qui m'a poussé ou qu'est-ce qui me légitime à coacher des personnes? C'est d'abord mon observation de l'échec et la manière dont les gens gèrent les business au niveau de l'Afrique. D'abord, moi je mets carrément une différence entre un business et puis une entreprise. Donc d'abord, j'ai remarqué qu'il y a trop de business en Afrique. Il y en a trop. C'est vrai que ça constitue près de 42% du PIB de chaque pays africain. Ça fait tourner l'économie, c'est vrai, mais ça perpétue la pauvreté. Alors, est-ce qu'on peut apporter un peu une clarification au niveau de l'entreprise et le business? Aujourd'hui, les gens se disent, je fais une entreprise, j'ai un business. Entre-temps, c'est 2 choses différentes. Est-ce que Coach Ziedou, qui est expert dans le domaine, peut mieux expliquer puisqu'on en parle? Alors, c'est au Ghana que c'est venu. L'idée m'est venue parce que au Ghana, il y a tout le monde se fait appeler businessman, businesswoman. Et les gens ont des tables, des gens vendent des choses. Le gouvernement a ce qu'on appelle en anglais un incentive programme, un programme pour pouvoir sensibiliser les personnes à pouvoir entreprendre. Donc, tout le monde a quelque chose. Au Ghana, tu sors, tu as un petit business. Et c'est là-bas que la notion est venue. J'ai dit, mais ça, est-ce que ce sont vraiment des entreprises? Ma formation m'a permis de comprendre qu'un business est centré sur une personne, sur vraiment une personne, à tout faire. J'ai un petit truc, j'ai une expertise, je me mets en place, je commence à faire des prestations de services, terminé. Je n'embauche personne, ou bien peut-être si j'embauche des personnes, ça peut être une seule personne, c'est tout. Sinon, je suis un solopreneur, donc je suis seul dans mon truc, et puis j'offre des services ici et là. Donc ça fait que quand je meurs, ce que je faisais meurt avec moi. Il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de sustainability, il n'y a pas de durabilité. Mais une entreprise, c'est un système. Quand M. Jean Kakou Diagou, que je respecte énormément, crée, je ne sais pas combien de NCA il y a maintenant en Afrique de l'Ouest, peut-être 11 ou 7, je ne sais plus, mais quand il crée des banques et quand il met en place des microfinances ou alors des business reliés à des antiques, c'est des systèmes en fait qu'il met en place. Donc, un entrepreneur, un vrai entrepreneur, c'est quelqu'un qui passe toute sa vie, tout son temps à travailler sur des systèmes.
sur des systèmes. Un entrepreneur, il est comme Dieu. Dieu crée Ariane. Vous voyez comment Ariane est belle? Dieu crée Ariane. Et qu'est-ce qu'il fait? Il donne à Ariane des intestins, un cœur, un système cérébral. Donc tout fonctionne indépendamment de Dieu. Donc un entrepreneur, c'est quelqu'un qui met en place un système qui fonctionne sans sa présence nécessairement. C'est ça. Et c'est ça qu'il n'y a pas en Afrique. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises comme ça en Afrique. Il y a trop de business. Un business, c'est quand je suis là. Tant que je ne suis pas là, rien ne fonctionne. Voilà. C'est lié à la personne même. C'est lié à la personne. Là, on parlait de comment et à quel moment vous vous êtes senti légitime de coacher. Et donc, à partir du moment où vous faites la différence entre le business et l'entreprise, vous vous dites, pourquoi ne pas coacher les gens, pourquoi ne pas apprendre aux gens? Est-ce que c'est ça? Alors au départ, c'est pas du coaching parce que le coaching, je l'ai compris plus tard. Au départ, c'est juste des consultances et des conseils que je donne à des personnes comme ça de façon inopinée. D'abord, moi, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, je monte mon entreprise. Finalement, après mes échecs, j'ai mon entreprise, ça commence à marcher, les choses vont bien. J'ai des amis qui veulent entreprendre, je leur donne des conseils, je leur dis, attention, par rapport à la fiscalité, voilà ce qu'il faut pas faire. Par rapport au marketing, voilà ce qu'il faut faire. Par rapport à la vente, voilà ce qu'il faut pas faire. Et puis, ils font, évidemment, ce que moi je leur dis de faire. Et puis quand ils font ça marche, je dis bon ok. Donc je décide de conseiller. Le coaching vient plus tard parce que le coaching c'est pas du conseil. Alors parlons d'entreprises que vous avez pu mettre sur place après différents échecs que vous avez eus dans votre parcours professionnel. Aujourd'hui, combien d'entreprises est-ce que Coach Ziedou a? Alors, j'ai 5 entreprises où je suis personnellement actionnaire, enfin je suis le seul actionnaire, et puis j'ai 6 autres entreprises où je suis actionnaire et puis copartenaire. Donc ça fait 11 entreprises au total. Super. Alors, vous avez créé autour de vous un réseau d'entrepreneurs. Avez-vous les chiffres traduisant le succès de vos conseils auprès de ces entrepreneurs-là? Oula, c'est une bonne question. Bon, d'abord, il faut dire que je suis coach certifié, ça fait moins de 3 ans, donc 2 ans et demi par là. Et ça fait véritablement, officiellement, peut-être 2 ans et demi aussi, que j'ai lancé non seulement ma page Facebook, moi je l'ai lancé plus tôt, mais officiellement, ça fait 2 ans et demi. Et puis, bon, le coaching à ce jour, j'ai pu accompagner 457 personnes par rapport au dernier chiffre que j'ai en tête. 457 personnes quand même. Et ça a débuté en quelle période, de manière précise? 2019-2020. D'accord, donc de 2019 à 2021, on est à 157. 457. Donc de 2019 à 2021, Coach Ziedou est à 457 entrepreneurs qui l'accompagnent et des entrepreneurs à succès, je précise. Alors, à combien est-ce que vous estimez votre fortune personnelle? 457 entrepreneurs coachés, 11 entreprises. On peut parler de fortune professionnelle. À combien est-ce qu'on peut l'estimer? Fortune professionnelle, oui. Fortune personnelle, ben... Fortune personnelle, merci. Ben, j'ai remarqué que ceux dont on parle, généralement, on dit non, la fortune personnelle d'Aliko Dangote est égale à 20 milliards. Ou la personne. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est des gens qui calculent, c'est Forbes qui calcule des actifs et on leur dit que vous valez tant. Bon, je ne sais pas, hein, moi, ma fortune personnelle, ce sont les entreprises que j'ai créées, ce sont les personnes que j'ai accompagnées. Mais ce que je peux dire, c'est que grâce à l'entrepreneuriat, je couvre mes besoins, je couvre aussi mes désirs, ça va, je ne manque quand même de rien. Même pas d'estimation de la fortune personnelle? Mon objectif, c'est d'être milliardaire. Voilà. Ah, sinon vous êtes millionnaire. Je crois que j'ai humblement passé le cap. On va pas aller trop loin, hein. Quand même, on est en Afrique, comme on dit. Alors, vous rencontrez parfois des leaders du monde de l'entrepreneuriat. Sur quoi portent vos échanges? On vous a vu au Kenya, on vous a vu dans différents pays africains, même hein, à l'international. De quoi est-ce que vous parlez? Ça c'est quelque chose qui touche mon cœur. Alors, on parle beaucoup d'incubation. On parle beaucoup de pouvoir aider, d'accompagner véritablement les entrepreneurs aspirants et débutants. Moi, je me positionne comme le coach des entrepreneurs aspirants et débutants. La pépite, je veux dire, comme on dit en anglais, la grassroots, c'est-à-dire ceux qui commencent. Je me définis comme l'instituteur des entrepreneurs, ceux qui viennent au CPR, qui veulent commencer. Voilà, j'aimerais qu'on puisse les accompagner. Je vois un peu que les gouvernements ont des programmes, et ça connaît beaucoup de progrès à certains niveaux. Les gens essaient d'encourager les personnes à entreprendre, mais j'ai remarqué que ceux qui ont des programmes pour les entrepreneurs aspirants et débutants, eux-mêmes, ils n'ont jamais été entrepreneurs.
Les gens ne sont pas entrepreneurs. Comment vous voulez qu'on puisse réellement aider des entrepreneurs alors que nous ne connaissons pas? Donc d'abord, il faut qu'on puisse donner la chose à ceux qui se connaissent dans le métier. Par exemple, les coachs business, les entrepreneurs eux-mêmes pour enseigner à d'autres entrepreneurs. Donc quand on organise des forums, des conférences, donc, dès qu'on veut accompagner des entrepreneurs, il faudrait qu'il y ait des boards, des conseils d'entrepreneurs qui accompagnent d'autres entrepreneurs. Ça, c'est ce que j'aimerais. D'accord, mais quel est votre secret? Là, on vous a vu avec le président kenyan, avec de hautes personnalités. On peut se dire, mais comment est-ce qu'il fait? Moi, je suis beaucoup, ça c'est une très belle question, hein. Je suis beaucoup, Ariane pose beaucoup de belles questions. Je suis beaucoup audacieux. Mon audace est née en 2000, et ça vous surprendre, hein. J'étais audacieux, mais je suis devenu super audacieux en 2016. En 2016, lorsque j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC. Je travaillais en mer parce que j'ai travaillé en mer, j'étais marin dans une autre vie passée. J'ai fait la marine pendant, je crois, 2 ou 3 années. Et j'étais sur un bateau dans les eaux territoriales d'Abidjan. Et puis j'avais tellement bossé ce jour-là, j'avais tellement travaillé. J'ai eu un burn-out, ce qu'on appelle surménage. À une réunion, j'ai piqué une crise, je suis tombé, et puis j'ai eu le facial penché, je ne pouvais pas m'exprimer, j'ai eu une cécité temporaire, et puis on m'a transporté d'urgence, je crois, à la PISAM d'Abidjan. Donc j'ai fait, je crois, 2 semaines à la PISAM d'Abidjan, et je vais utiliser le mot, j'ai été miraculeusement guéri par un principe simple que je vais certainement enseigner aux gens dans mes émissions, de l'ingénierie intérieure. Et l'ingénierie intérieure est fonction du fait que on obtient tout ce qu'on peut voir distinctement. Donc c'est comme ça que j'ai pu obtenir ma guérison distinctement, parce que je l'ai vu avant de l'obtenir. Et depuis ce jour-là, je me dis que attends, aujourd'hui je n'ai pas de séquelles, je ne lis même pas des lunettes, rien du tout, je n'ai aucune séquelle, je n'ai pas de séquelles. J'ai même mis en place un club de personnes qui vivent avec l'AVC, que j'accompagne en plus. C'est parce que en anglais on dit you don't blow your own trumpet, tu ne sonnes pas de ta propre trompette. Alors donc j'ai mis ce club-là en place, j'accompagne des gens dans ce sens-là parce que pour moi, c'est vrai, on peut guérir, en plus des médicaments, en plus de l'accompagnement médical, on peut guérir d'autres choses, comme par exemple l'accompagnement de l'homme intérieur, la façon dont on se visualise, la façon dont on se perçoit pour pouvoir obtenir sa guérison. Donc c'est depuis cette date-là que je suis super audacieux. Vous êtes en train de parler du pouvoir de la pensée et de l'impact qu'on peut avoir avec la pensée, parce qu'on a beaucoup de coachs qui en parlent également. Oui, absolument. Il faut dire que la vie commence lorsque vous prenez pleinement conscience de 2 choses, de ce que c'est que la réalité et puis de ce que c'est que la vérité. Parce que ce que nous vivons physiquement, ce que nous voyons, c'est ce qui est réel. Mais la vérité, c'est ce que nous vivons à l'intérieur, quand nous sommes assis, ce à quoi nous pensons constamment, ce que nous visualisons dans la tête constamment. C'est plus vrai que ce qui apparaît. Et lorsque la réalité finit par dépasser la vérité qui est en vous, vous vivez des échecs, des frustrations, des problèmes à un point fini. On est dans le surnaturel. Bon, appelez ça comme vous voulez. Sinon, lorsque la vérité qui est en vous finit par dominer la réalité, ben vous devenez un champion. Vous devenez super audacieux pour rencontrer n'importe quel président au monde et autres. Moi, je sais chaque jour. Alors, je vais vous dire quelque chose, hein, it will blow your mind. Moi, je fais quelque chose chaque fois. C'est-à-dire, je peux prendre un mois. J'ai dit, bon, dans ce mois, il faut que je fasse quelque chose de super audacieux. Quelque chose qui n'a pas existé. Parce que comment vous pouvez comprendre qu'un homme comme, par exemple, Elon Musk, que vous connaissez certainement, a pu construire une voiture électrique? On lui a dit que c'était pas possible. Il a construit la voiture électrique. Et quand il a fait la voiture électrique, on lui a dit que c'est pas possible de recharger la voiture électrique. Il a construit une station d'essence pour recharger la voiture électrique. Il l'a fait. Quand on lui a dit qu'il voulait faire une fusée pour pouvoir aller sur la Lune, on lui a dit non, c'est pas possible. Il va faire une fusée qu'on peut réutiliser et qui sera 1/10 moins cher que celui fait par la NASA. Il l'a fait. Et puis il allait loin. Il a mis sa voiture sur la fusée. Et puis il a voyagé avec ça. Aujourd'hui, il est en train de faire une ville solaire. C'est ce que moi je sais de vivre. Chaque jour, quand je sors, je dois faire quelque chose de super audacieux. C'est-à-dire, je peux décider du jour au lendemain de dire, bon, moi, je vais rencontrer le roi du Maroc aujourd'hui. Et que voilà, je dois le rencontrer. Et je le rencontre. Mais avant de le faire, je dois le rencontrer intérieurement pour que le rencontrer extérieurement devienne la vérité. D'accord, donc vous êtes en train de dire qu'il n'y a pas de limite dans la réalisation de ce qu'on veut faire
tant qu'on rentre en soi-même pour visualiser on peut tout atteindre en fait. We are absolutely limitless. Nous sommes totalement sans limite. Et moi, j'ai compris ça. Aujourd'hui, mon coaching, il est différent. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect coaching, je suis consultant, je suis conseiller. Et puis, moi, j'ai fait des études en business, en marketing. J'ai fait des études. Je comprends qu'il faut faire un plan marketing, il faut faire un plan de vente, il faut avoir une très belle infrastructure, tout ça, mon cher. Alors, pour moi, tout ça, c'est réel. Mais c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est ce que je suis dedans. C'est ce que je pense, c'est ce que je vois. Vous pensez que quelqu'un qui a tous les moyens autour de lui, qui est en train de mettre en place un projet, est susceptible d'échouer s'il ne pense pas réellement, s'il ne visualise pas ce succès à l'intérieur? 100%, à 100%. Si tu veux mettre en place un projet, le projet ne commence pas sur papier. Le projet ne commence même pas quand tu as l'idée. Le projet commence à l'intérieur de toi. Ça commence à la façon dont tu vois même le projet. Il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé, qu'ils ont déjà échoué. Il n'a pas encore commencé, mais il a déjà échoué. Donc c'est compliqué. D'accord. On aura l'occasion d'en parler dans les Edu Live très bientôt. Oui, alors, qu'est-ce que vous direz des grandes fortunes du pays comme Jean Kakoudiagou et la famille Bion, etc.? Beaucoup de respect. J'ai énormément beaucoup de respect. Vous savez quoi? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les entrepreneurs. Pas que je n'ai pas de respect pour ceux qui ne sont pas entrepreneurs, mais en tout cas, quand tu es entrepreneur, j'ai beaucoup de respect pour toi parce que j'estime que l'entrepreneuriat, c'est une vocation divine. Ok? Aujourd'hui, grâce à Facebook, nous sommes sur Facebook. Grâce à Mark Zuckerberg, nous sommes sur Facebook. Je me dis que Dieu regarde sur la terre, il identifie un besoin, il identifie un contenant, un bocal qui s'appelle Ariane, et puis il injecte une idée en Ariane. Et Ariane devient entrepreneur, et Ariane peut recruter, engager, embaucher des milliers de personnes. C'est le plus beau métier au monde, être entrepreneur. En tout cas, employer des personnes, c'est nourrir des familles. C'est le plus beau métier au monde. Moi, j'ai des centaines d'employés qui travaillent aujourd'hui, mais je suis certain que même quand je ne prie pas chez moi le soir avant de dormir, je sais que quelque part, il y a une personne qui prie pour le coach, pour Monsieur Ziedou, pour qu'il vive longtemps. Le chef d'entreprise, pour qu'il vive longtemps, pour qu'eux puissent manger. C'est le plus beau métier au monde. Quel est le chiffre d'affaires de votre plus grand client ou cliente? Ceux que j'ai coachés qui sont devenus clients ou alors le chiffre d'affaires avant? Le chiffre d'affaires après le coaching. Alors j'ai eu le témoignage, alors là tout récent, c'est très difficile pour moi. Il y a des gens qui me demandent mais pourquoi est-ce que je ne mets pas les témoignages sur ma page Facebook? Parce que je ne suis pas dans le développement personnel, je ne suis pas coach de développement personnel, je suis coach business. Et vous savez que le business, on est en Afrique. J'ai fait ça un jour et puis il y a des personnes qui m'appelaient non, coach, ne révélez pas notre chiffre d'affaires, ne dites pas à quelqu'un parce que demain ça peut changer, il y a des hauts et des bas. Mais récemment j'ai reçu le témoignage d'une dame qui s'appelle Rukaya Saka, que certainement des gens connaissent. Parce que je l'ai coaché, je l'ai accompagné et quand je l'ai rencontrée, elle faisait 300 000, 400 000 par mois. Aujourd'hui elle fait 1 500 000 par jour. Par jour, pas par mois. Alors, qui des hommes et des femmes pour vous réussissent mieux dans les affaires? Qui des femmes, des hommes réussissent bien? Donc le profil des personnes qui réussissent mieux bien dans les affaires, ce sont des personnes qui ont 3 choses pour moi. Premièrement, ils sont, je vais utiliser un mot que vous n'allez pas peut-être beaucoup aimer, mais je vais l'utiliser, peu importe, qui sont nés de nouveau. Alors je vais expliquer. Ça n'a rien de religieux, c'est-à-dire qu'ils arrivent à renaître, d'accord, à rentrer en eux-mêmes et puis renaître. D'abord qu'il y a une disposition intérieure. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est 90% de ce qu'on est à l'intérieur qui produisent, si vous voulez, les 10% qui devront se produire à l'extérieur. Donc quelqu'un qui a une très bonne disposition intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions, le mindset, la vision sont en parfaite harmonie. Et puis qui ont un projet, ils peuvent réussir facilement à l'entrepreneuriat. Ça, c'est la première. Deuxièmement, la discipline, l'extrême discipline. Oh là là, mais j'ai coaché plein de personnes. Mon assistante est là, elle peut témoigner. On a coaché, on a accompagné des personnes. Finalement, c'était plus du coaching, c'était devenu du conseil. On donne une publicité des gens. On poursuit quelqu'un pour qu'il puisse aller vendre. On poursuit quelqu'un pour qu'il fasse un plan marketing. Voilà, donc ils ne sont pas disciplinés. Et puis, comment tu peux avoir ton entreprise toi-même? Et puis tu viens au bureau à 9h30, à 10h, c'est pas possible. Pendant qu'il y a des gens qui travaillent 22 heures par jour, d'autres travaillent 18 heures par jour. Moi, je travaille 16 heures par jour, alors que j'ai 40. Bon, je ne peux pas dire mon âge, finalement, il n'y a pas sorti ça. C'est un secret. Donc, 40 plus heures. Voilà, donc, il y a la discipline, donc il y a la disposition intérieure, il y a la discipline, et puis, vraiment, il y a les relations.
Mais au-delà de ça, ma question en fait, c'est qui des hommes et des femmes? Parce que vous coachez des femmes. Aujourd'hui, on parle d'émergence. Le profil, il est super. Mais aujourd'hui, on parle d'émergence des femmes. On a aussi des hommes qui s'affirment. Quelles sont, de ces deux catégories, quelles sont les personnes qui prospèrent le mieux pour vous? Vous avez coaché des femmes et des hommes? Je vois, c'est les femmes. Hein. Oui, ce sont les femmes. Mon assistante, oui, ça confie que ce sont les femmes. Elles s'en sortent mieux. Elles sont instinctives. C'est bizarre, j'ai fini par comprendre que, enfin, comme elles sont mamans, c'est ça que ça réussit. Pourquoi je le dis? Parce que tu mets un enfant au monde et puis tu prends soin de l'enfant. Créer une entreprise, c'est comme mettre un enfant au monde et puis prendre soin de l'enfant. Même quand tu n'as rien, quand l'enfant te ruine, c'est ton enfant. Tu prends soin de l'enfant. Donc elles comprennent plus ça, elles ont ça plus en elles. Donc j'ai l'impression que ça coûte ça, peut-être elles réussissent. Quelle est votre plus belle expérience dans votre domaine? Sauver un client en faillite ou permettre à un client de passer de zéro à héros? En fait, c'est même pas les deux. Quand j'ai commencé, que j'étais seul avant de mettre mon cabinet même de coaching en place, parce qu'aujourd'hui j'ai un cabinet, il y a eu un client, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé, qui était à la police économique, pas d'ici forcément à Abidjan, mais qui était dans une police économique dans un pays et qui devait de l'argent à des gens, beaucoup d'argent, à des fournisseurs, à des personnes. Donc je suis allé, j'ai usé de certaines relations. Et puis, il m'a appelé parce qu'il me connaissait et donc j'ai usé certaines relations. Je suis allé au commissariat, je l'ai fait sortir, je l'ai aidé à rembourser. Un client, hein. Je l'ai aidé, moi-même avec mon agent, je l'ai aidé à rembourser les crédits qu'il devait aux gens. Je l'ai accompagné jusqu'à ce qu'il revienne normalement à l'état où il était avant. Et il a pu aussi grandir. Aujourd'hui, nous sommes de très bons amis, nous sommes même partenaires. Et c'est lui qui accompagne aujourd'hui certains des entrepreneurs, financièrement parlant, que j'ai. Qu'est-ce qui a créé ce lien entre vous et ce client-là? Pourquoi lui et pas d'autres? Ça c'est une très belle question, décidément. Alors, moi, j'ai toujours un problème avec mes assistantes et les personnes avec qui ils travaillent parce qu'ils disent que coach, c'est trop gentil. C'est pas de la gentillesse, en fait, c'est de l'instinct. Je suis beaucoup intérieur. Je crois pour moi que la vie se vit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il y a quelque chose en moi qui a parlé en moi pour que je puisse lui venir en aide. Il y a des personnes que j'aide beaucoup. Je ne mets pas forcément sur Facebook. Il y a des personnes que j'aide beaucoup. Il y a des entrepreneurs que j'accompagne. Et je refuserai jusqu'à tombe de parler de ça sur Facebook. Quel que soit tout ce qu'on dit, non, c'est ça le marketing. Non. Voilà, je n'ai pas besoin de ça. Alors, votre popularité est grandissante parce que vous ratissez large dans le profil des personnes que vous accompagnez. Vous avez de petits moyens, si on peut le dire, et de gros clients. Pourquoi ce positionnement-là? Alors j'ai un positionnement unique, je m'occupe des entrepreneurs aspirants et débutants. J'ai divisé les aspirants en deux parties. Il y a les aspirants, c'est-à-dire tous ceux qui ont un petit business, tous ceux qui travaillent et qui ont ce qu'on appelle en Côte d'Ivoire un ken sur le côté, c'est-à-dire qui ont un petit business à côté. Et puis la deuxième catégorie, c'est les solopreneurs, ceux qui sont il y a des dentistes, il y a des avocats, il y a des juristes, il y a des personnes qui sont seuls dans leur business, qui veulent transiter pour devenir la troisième catégorie, c'est-à-dire les chefs d'entreprises naissantes, c'est-à-dire ceux qui ont au moins un personnel. Donc voici les trois catégories de personnes que j'ai. J'ai décidé de me positionner de la sorte parce que, comme je l'ai dit au départ, je veux commencer à partir de la grassroots, c'est-à-dire de la racine, pour que demain, ces personnes-là puissent devenir des Kakou Diago, des Billons, etc. Voilà. J'estime que les Billons, les Kakou Diago n'ont pas trop besoin de moi. Très bientôt se tiendra le Zedou Live, votre talk show que vous préparez. À quoi doit-on s'attendre? Voilà, tout à l'heure j'ai dit qu'il faut que les gouvernements, il faut qu'on puisse bien accompagner les entrepreneurs aspirants et débutants. Et ceux qui sont capables et habilités à accompagner les entrepreneurs aspirants et débutants, ce sont les entrepreneurs eux-mêmes. Donc à Coach Zedou Live, je vais inviter des entrepreneurs pour aider d'autres entrepreneurs. À Coach Zedou Live, c'est l'entrepreneur qui fait l'entrepreneur. Alors Coach Zedou, nous sommes pratiquement à la fin de notre interview. Comment rêvez-vous l'Afrique? Ben écoutez, je rêve d'une Afrique où les jeunes sont de moins en moins politiciens parce que ils sont de moins en moins tournés vers la politique parce qu'on sait aujourd'hui pourquoi les jeunes se tournent vers la politique. On croit que un moment c'était le football à côté de Didier Drogba, Samuel Eto'o. Aujourd'hui, la politique et autres ça. Je rêve d'une Afrique où on va chercher maintenant à bâtir. On bâtit sur du long terme. On a des entreprises. Regardez, en Côte d'Ivoire, les 20 premières entreprises en Côte d'Ivoire, elles ne sont pas ivoiriennes.
Il y a seulement 2 qui sont ivoiriens, mais elles sont étatiques. Mais elles n'appartiennent pas à un individu. Alors qu'au Nigeria, on a des entreprises. Aliko Dangote, c'est un être humain qui a une entreprise, une personne. C'est ce genre de succès-là qu'on veut avoir au Burkina, au Togo, au Mali, un peu partout. Pas des gens qui font des coups d'État, pas des gens qui prennent des armes. Non, moi je vois une Afrique où on bâtit, où le chômage n'est plus réalité. C'est-à-dire que le taux de chômage est égal à 0,5%. Je disais à quelqu'un, au lieu d'aller sur la mer en bateau pour aller dans un pays, pourquoi tu ne prends pas le bateau pour pêcher et puis vendre les poissons? Je disais ça pour lui, mais pour lui dire qu'on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. L'Eldorado, ce n'est vraiment pas ailleurs. L'Eldorado, c'est ici. C'est ici. Il y a trop d'opportunités en Afrique. Vous savez pourquoi il y a des opportunités ici? Parce qu'il y a trop de problèmes ici. Et là où il y a des problèmes, il y a forcément des opportunités. Alors voilà, nous sommes à la fin de notre interview. Vous avez vu, vous avez appris avec le coach Ziedou, célèbre coach Ziedou qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux et que vous allez suivre très bientôt dans le Ziedou Live. Coach Ziedou, merci d'être passé sur notre plateau. Votre mot de fin. Faites tout. Okay, pour tous ceux qui sont dans les affaires, qui ont un business, faites tout pour transiter de business à entreprise. Je vous en conjure. Et puis, pour ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que l'entrepreneuriat, s'il vous plaît, faites-vous former. Parce que sans formation, il n'y a pas de transformation. Sans formation, il n'y a pas de transformation. Voilà, c'est la fin du direct. À très bientôt sur Afrique sur 7.